Donc, Maître Roland Sanviti, que je vous demande d'applaudir avant même qu'il ait commencé. J'ai eu la chance de rencontrer Roland depuis maintenant plusieurs années. Il m'a totalement ouvert les yeux sur tout ce que je ne comprenais pas. Des dysfonctionnements notamment de l'Assemblée nationale, de nos institutions. Et quand on a commencé à parler de fraude, quand on a commencé à évoquer à quel point j'étais chahutée simplement parce que je continuais à vouloir débattre, à questionner et que je n'étais pas d'accord d'accepter quelques menus monnaies supplémentaires de mon indemnité parlementaire, Roland a commencé réellement à m'ouvrir les yeux. Il m'a fait lire Yvan Blot, monsieur absolument remarquable. Alors j'ai regardé un petit peu son histoire. Il a été au conseil municipal de Strasbourg, incroyable. Et il a été vice-président de la région Grand Est. Voilà, il a fait. C'était voilà, un monsieur remarquable qui a écrit des choses. Il avait tout compris déjà, et des choses sur la démocratie directe notamment. Il m'a fait lire et rencontrer Laurent Isard, qui a écrit La France vendue à la découpe. Il m'a fait lire énormément d'auteurs. Et je me suis engagée, en fait, à vous partager toute cette liste d'ouvrages remarquables que nous allons mettre sur notre site Ensemble pour les libertés, sur le site internet, pour que beaucoup d'entre vous aient envie d'aller voir. Et puis, et surtout, parce qu'il n'est pas simplement avocat, voilà, je ne vais pas reprendre, mais il va vous expliquer un petit peu pourquoi il en est venu à fonder le prix Giovanni Falcone, pourquoi il est fondateur aussi de Justice et Démocratie, mais lui-même est écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages remarquables, dont le dernier vient d'être publié en octobre 2024. Alors vous l'aurez quand même quelque temps sur votre table de chevet, parce que c'est quand même un pavé. Mais chaque ligne est vraiment passionnante et je vais arrêter et je te passe le micro. Roland, applaudissez-le très très fort parce que vraiment il le mérite. Merci beaucoup. Vous me dites si parfois ça résonne, c'est bon? Ça passe bien? Un peu plus fort? Oui. D'accord. Très près? D'accord, d'accord. Bon. Bien. Écoutez, oui, je vous sais gré pour cet accueil. Et d'ailleurs, j'y pensais pas, mais ça sera l'occasion je suis venu beaucoup en Alsace pour des raisons professionnelles. Et je suis venu également parce que les circonstances, je l'évoquerai tout à l'heure, ont fait que j'étais très ami avec Laurent Hincker. Laurent Hincker est décédé il y a quelques mois. J'ai eu la chance de connaître sa sœur, d'être hébergé dans la maison de famille à Strasbourg. Et Laurent Hincker est décédé. Et grâce à lui, j'ai créé le prix Falcone en 2009, que nous avons présenté pour la première fois devant le Conseil de l'Europe. J'expliquerai dans quelles circonstances, mais donc je reviens ici et j'ai d'autres amis étant venus très souvent en Alsace. Simplement pour vous situer notre démarche, qui n'a rien de vraiment politique, mais tout est politique, nous allons aborder cette question, et je viens d'avoir 3/4 d'heure d'entretien avec le Canada. Malheureusement, il n'a pas été possible de faire autrement.
Et les Canadiens m'ont posé tout à fait à la fin de mon intervention et des questions, la question suivante. Sommes-nous en démocratie? Alors, ils sont au Québec, nous sommes en France. Moi, j'ai dit, je ne sais pas au Canada. En revanche, en France, nous ne sommes pas, et je pense que nous n'avons jamais vraiment été en démocratie. Mais pour permettre, et avec l'amabilité et vraiment la qualité de l'engagement à tout point de vue de Martine Bonner, vraiment à tout point de vue, la démarche que nous avons conduite depuis plusieurs années est effectivement à la fois institutionnelle et à la fois universitaire. Je m'explique. Il ne s'agit pas d'éluder, je suis beaucoup plus à l'aise de répondre à vos questions. J'ai été 8 ans intervenant dans le cadre de l'Institut de criminologie sur les menaces criminelles contemporaines et vous allez comprendre pourquoi j'aborde ces sujets sous cet angle-là. Et je préfère depuis... j'ai reçu une médaille, il paraît que j'ai 51 ans de barreau. J'ai reçu une médaille la semaine dernière que je suis allé chercher. Mais j'ai commencé en 1972. J'avais rédigé un mémoire à la faculté de droit sur la régionalisation. Étant Corse, ayant fait le voyage régulier entre la Corse et Paris pour des raisons familiales, à part le passage par la pension, je me suis intéressé très tôt aux problèmes régionaux. Et ce mémoire, je l'avais rédigé tout simplement parce que j'avais suivi, et on en parle actuellement, avec la Corse, avec ce qui se passe bien entendu en France, j'avais rédigé ce mémoire après avoir écouté une intervention de Edmond Simeoni à la salle Pleyel sur la régionalisation. C'était le mouvement, l'action régionaliste corse, n'est-ce pas? Et par conséquent, malheureusement, je n'ai pas retrouvé ce mémoire. Ensuite, je fais un passage service militaire, et c'est très important. J'ai rejoint en 1980 l'association de Jean-Baptiste Biaggi au barreau de Paris, l'Association nationale pour le droit et les libertés. D'emblée, j'avais beaucoup travaillé, c'est un peu le sujet, vous allez comprendre, lorsque j'évoquerai la dimension criminelle et la finance criminelle et le système mafieux, j'avais beaucoup travaillé sur la période féodale. C'est une période qui m'a beaucoup intéressé, 9e, 10e, 11e siècle. Et je peux le dire tout de suite, considérant en définitive que nous sommes aujourd'hui dans une forme de féodalité mondiale. Elle n'est pas située uniquement sur le territoire français, mais nous sommes dans une féodalité mondiale, d'ailleurs ce n'est pas de moi. D'une certaine façon, l'ancien secrétaire Boutros-Ghali l'avait traduit, je l'avais écouté à peu près quelques mois, un an avant sa mort. Boutros-Ghali avait dit « L'ONU actuellement n'est plus représentative des forces en présence sur la planète, quel que soit le territoire, sont venus rejoindre un peu sur le champ de bataille de nouveaux belligérants. » Il ne l'avait pas dit comme ça, mais presque. Je vais m'en expliquer. Donc, en 1980, j'ai commencé très tôt, avec des magistrats, à travailler sur la réforme de la justice. Martine a eu, et je lui en sais gré, de rappeler une personnalité à laquelle il faut rendre hommage parce qu'elle fait partie vraiment des rares personnalités qui étaient des patriotes, des souverainistes, des humanistes, n'est-ce pas? Les trois sont liés d'ailleurs, et vous allez comprendre. Yvan Blot, que j'ai rejoint en 89 sur la recommandation de magistrats, a écrit plusieurs ouvrages sur la démocratie, et notamment je suis vice-président de l'association sur la démocratie directe avec d'autres personnalités, pour introduire en France, pour adapter, je dis bien adapter aux institutions françaises la démocratie directe, ce qui peut être pour certains un pléonasme, définition de la démocratie, gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple, vous la connaissez comme moi, et par conséquent j'étais parfaitement à l'aise, vous comprenez, de répondre à la question de nos amis canadiens. Donc Yvan Blot, d'emblée, et je l'avais adressé à Martine, et je suis prêt à en faire la distribution, la diffusion, ce que je fais depuis une quinzaine d'années
en diffusant des ouvrages documentés, bien écrits par des personnalités sur ces sujets, n'est-ce pas? Seul petit snobis, j'essaie de les faire dédicacer. Et par conséquent, il avait tout compris. Il a écrit, effectivement, sur la conquête de l'Europe, l'Europe colonisée, etc., etc. Aujourd'hui, lorsque on aborde ces sujets-là, et là je l'ai fait un peu moins pour ne pas ennuyer nos amis canadiens, moi je considère qu'on ne peut pas comprendre la situation de la France, de l'Occident et de ce qui se passe en Ukraine, à Gaza ou dans d'autres contrées du globe, si on ne fait pas un petit rappel historique très bref, très bref. Martine Bonner a eu la gentillesse de rappeler, dans un contexte un peu difficile, c'est mon 3e ouvrage, j'avais écrit « Essai sur la démocratie au pouvoir ». En 99-2000, Xavier Hofer, qui est un des spécialistes de la criminalité en France, sachant que je travaillais sur la pénétration des organisations criminelles transnationales, appelez ça mafia si vous voulez, mais on ne va pas faire de la sémantique, ni des cours, on ne va pas être trop pédant quand même, mais la pénétration des produits de l'argent criminel dans l'économie légale a commencé à inquiéter certaines personnes. Il m'a donné à traiter le sujet suivant. L'avocat face à deux mondialisations, les entreprises et les mafias. Étant avocat, un jour, je lui ai dit il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour trouver un sujet pareil. Il m'a dit, écoute Roland, tu sais ce que disait Mao? Je dis non, je ne sais pas ce qu'il disait Mao. Il me dit, quand tu ne connais pas un sujet, tu ne t'adresses pas au patron, tu t'adresses à l'ouvrier. D'accord. Et il a tout à fait raison. Et le fait est qu'il m'a autorisé à faire mon mémoire de 3e cycle sur ce sujet-là, ce qui m'a contraint à rassembler ce que je vais évoquer très rapidement ici, mais entre mon mémoire de 2001 et 2024, malheureusement, et on n'a aucun mérite, on n'a aucun mérite. Les événements, non pas nous ont donné raison, mais sont allés au-delà de la raison. Et il y a vraiment un principe que je condamne lorsqu'on vous dit qu'on a tort d'avoir raison trop tôt. Moi, je ne pense pas. Je pense que Yvan Blot, d'autres personnalités que je citerai, ont vu arriver ce qui se passe actuellement. Donc, ce que je voudrais, c'est faire un exposé relativement concis. N'hésitez pas à m'interrompre ou à m'arrêter, même à m'interrompre, parce que si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, il ne faut pas hésiter. Mais rapidement, sur un plan historique. Vous avez toujours eu, dans l'histoire de l'humanité, des conquêtes. Vous avez vu que j'ai intitulé mon dernier ouvrage « Guerre de conquête à l'aube du 3e millénaire ». Et l'intérêt de votre présence, l'intérêt de nos discussions, l'intérêt de nos échanges, parce que lorsqu'on travaille sur ces sujets-là, je ne parle pas d'intelligence, mais le minimum de bon sens exige un minimum d'humilité. À savoir, on est totalement impuissant de lutter contre les enjeux actuels auxquels nous sommes confrontés depuis 30, 40 ans, 50 ans même, et nous ne savons plus à qui faire vraiment confiance. Nous ne savons plus qui sont nos ennemis, qui sont nos amis, qui sont nos alliés. Et par conséquent, il y a une réflexion qui a été menée effectivement par des personnalités depuis, je dirais, une 50aine d'années. Et aujourd'hui, nous y sommes confrontés, et d'où l'intérêt, ce que rappelait Martine Bonner, de prendre connaissance d'ores et déjà de ce qui a été écrit, et déjà, au minimum tout de même, de l'histoire de France et de l'humanité. Par conséquent, les conquêtes ont toujours existé. Ce sont les armes qui ont changé, la technologie, les personnalités, les peuples. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, d'abord, il serait relativement limité, mais je dirais Alexandre le Grand, l'Empire ottoman, et pour ce qui concerne la France notamment, il est évident que nous sommes très marqués par l'Empire romain. L'Empire romain avec ses apports
et ça j'y tiens beaucoup, puisque ça a été un petit peu mon berceau, je dirais, au niveau des premières lectures, à savoir les institutions, le droit, qu'on le veuille ou non, plus ou moins la religion, et notre droit s'imprègne effectivement de cet esprit, de cette démarche, d'un ordre, je dirais, auquel nous sommes attachés. Et à côté de cela, vous l'avez vu, et on le voit, et d'où l'intérêt des études consacrées à la finance et à la finance criminelle, d'autres conceptions des rapports humains. On le voit également avec le problème de l'islamisme, plus ou moins galvaudé, manipulé, puisque la difficulté que nous avons, et c'est l'intérêt de nos échanges, il y a le problème de la sémantique, appelons un chat un chat. Deuxièmement, la qualification au niveau juridique. Et c'est vrai que chaque civilisation, chaque conquête a laissé derrière lui, chaque conquérant a laissé ou des bienfaits, ou effectivement table rase, n'est-ce pas? Et il a fallu reconstruire. Par conséquent, aujourd'hui, nous sommes entrés, et on va le voir rapidement, après le XIXe siècle, dans une nouvelle phase industrielle, économique et financière qui nous a amenés, au début du XXIe siècle, à être peu ou prou soumis aux diktats de la finance. Et si j'ai évoqué tout à l'heure, le passage dans cette association sur la justice, on essaye au travers de ces colloques et de nos interventions, on ne sait pas exactement, chacun d'entre nous, nous n'avons pas les mêmes réactions face aux événements. Nous avons tous, par notre éducation, nos familles, nos traditions, nos attaches territoriales, nous avons tous des préjugés, un postulat qui facilite le raisonnement, c'est-à-dire qu'on ne raisonne plus. En revanche, ces postulats, effectivement, sont peu ou prou également remis en question au regard des événements. Pourquoi la justice ? Il y a, lorsque vous balayez l'histoire de France, et je l'ai fait à l'occasion de cet ouvrage, vous apercevez que, avec la montée en puissance, n'est-ce pas, du centralisme monarchique, puisque la période féodale, ensuite Charlemagne, mais ensuite tout ce qui s'est passé en France, les rois maudits, Louis XI, Louis XIII, petit à petit la montée en puissance du centralisme, vous apercevez que ce qui a fait bouger, ce qui a été vraiment, ce sont le sentiment d'injustice. Les jacqueries, lorsque vous reprenez notre histoire de France, la pression fiscale, l'injustice, les privilèges, peu ou prou également justifiés de classes privilégiées. Moi, je n'aime pas le terme de classe moyenne. Je limite le marxisme à une certaine analyse sociologique, mais en faire un dogme politique, pour moi, est une aberration, mais ça peut aider certains. En revanche, pour ce qui concerne l'histoire, il faut toujours considérer, et aujourd'hui, nous sommes des êtres de chair et de sang, d'où, d'ailleurs, la mainmise d'organisations criminelles sur la finance, puisque ou je t'achète ou je t'assassine, ça vous permet de comprendre tout de suite, mais vous retrouvez ça dans toute l'histoire. Toute l'histoire de l'humanité, les dynasties monarchiques, princières, les assassinats, les alliances au terme des guerres entre familles, vous aviez l'intérêt, c'était de conserver le pouvoir, de conserver les privilèges et d'avoir une population qui soit corvéable à merci. Donc les privilèges qui étaient justifiés de la noblesse immémoriale, à savoir je vais à la guerre, je vous protège contre l'ennemi, vous vous labourez, se justifiaient jusqu'au jour où vous n'aviez les privilèges, vous n'aviez plus le risque de la guerre et ça vous a amené la Révolution française. Je caricature, attention. Mais je dirais que le sentiment d'injustice, de privilèges injustifiés, vous le retrouverez toujours aujourd'hui dans l'histoire de France qui se répète sous de nouvelles formes. Vous avez l'abus de pouvoir. Je reprenais, je crois que c'était, j'ai retrouvé la date, vers 390 avant Jésus-Christ,
vous avez Brennus, qui est un chef gaulois qui essaye de soumettre Rome, le tribun romain qui doit payer, je ne sais plus combien, une rançon de je ne sais plus combien à l'époque. On apporte de l'or, et les Gaulois avaient apporté une balance avec des poids qui étaient faussés. Bon. Alors, le tribun romain s'en offusque, n'est-ce pas? Il dit quand même, déjà on est vaincu, mais en plus, bon. Et le Gaulois, le Brennus, prend son glaive, son épée, la met sur la balance et dit « malheur aux vaincus ». Par conséquent, la notion d'abus de droit, la notion d'abus de pouvoir, ça j'en suis convaincu, ça je peux être très péremptoire, que vous le vouliez ou non, dans l'inconscient collectif de nous tous, elle est plus ou moins présente, elle est plus ou moins le moteur qui permet à un moment d'aller vers la révolte et d'entrer dans la résistance. À l'occasion du 11 novembre, il y a eu un documentaire remarquable sur les monuments aux morts, très émouvant, très émouvant. Donc ce n'est pas à vous, effectivement, que j'évoquerai cet aspect. Et beaucoup de personnes s'interrogent en disant tout ça pour ça. Lorsque vous savez ce qu'ont subi effectivement nos anciens sur les monuments aux morts, eh bien, on est assez désespéré de voir le niveau de médiocrité, de lâcheté et de corruption, effectivement, qui empoisonne la vie politique. Par conséquent, cet aspect historique, à savoir des conquêtes successives, sont, je dirais, pas normales, mais s'inscrivent dans l'histoire de l'humanité. En revanche, aujourd'hui, la seule chose qui peut donner lieu à question de votre part est d'envisager, non pas de notre part, mais de la vôtre, des réponses à ces questions. En fait, il s'agit d'aider à formaliser les questions et il s'agit d'apporter des réponses qui évitent des malentendus. Je l'ai encore constaté récemment au cours d'un colloque où un jeune homme, je dirais, pas très âgé, mais professeur de philosophie, me disait, évoquait la notion de peuple contre l'État. Donc, je n'avais pas compris, pour peuple contre l'État, j'ai dit, mais l'État, c'est vous, hein, excusez-moi, mais qu'il soit dévoyé, ça, c'est une chose. En revanche, l'État, ben, il est là pour faire ce que vous ne pouvez pas faire tout seul. C'est-à-dire que lorsqu'on porte atteinte à vos droits, eh bien, si vous n'avez pas un État avec des pouvoirs régaliens, puisque le second aspect, j'évoquais, ils sont très complémentaires, hein, c'est très complémentaire, c'est-à-dire que je n'ai aucun mérite. Lorsqu'on évoque Yvan Blot, la démocratie directe, vous choisissez les lois qui vont donner lieu à une votation à la suite d'une discussion qui n'empêche pas la représentativité et qui en revanche la conforte en disant voilà l'attente des citoyens, quelle qu'elle soit, communale, cantonale, régionale, nationale, vous proposez les lois, elles donnent lieu à une discussion pendant 6 mois, 1 an, même plus, et au travers effectivement de ces discussions, on s'aperçoit des malentendus, des erreurs, on apprécie les conséquences et on prend une décision. Doit-on mettre au vote cette loi, puisqu'il s'agit d'adapter des institutions qui existent dans d'autres pays, et on voit s'il faut les voter. Et à ce moment-là, on peut considérer même que des représentants du peuple considèrent que cette votation, on a besoin, on va la mettre par l'intermédiaire des représentants, notamment de l'Assemblée nationale. Ça peut donner lieu à une discussion, mais c'est fondamental. Il y a un autre aspect, on l'a vécu au travers des Gilets jaunes, parce que c'est pas du tout de l'humilité ou de la modestie, mais depuis 1989, travaillant sur la démocratie directe, on a vu apparaître avec les Gilets jaunes des revendications pour ce qui concerne l'introduction de la démocratie directe. Et certains étaient pour le tirage au sort, etc. Par conséquent, les modalités elles-mêmes peuvent donner lieu à discussion. En revanche, je considère que, au regard des enjeux de la mondialisation, de ce qui est en train de se passer et de la situation politique de ce pays depuis plusieurs années, je dirais qu'il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus d'alternative. S'il n'y a pas des mouvements ou un mouvement qui porte sur la place publique la nécessité d'instaurer la démocratie directe au sens du pléonasme, parce que qui dit démocratie, effectivement, eh bien, c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Yvan Blot le rappelait dans sa note. Vous relisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article 6, et
l'article 14, je crois. Et par conséquent, pour ce qui nous concerne, effectivement, et ça n'a rien de politique, c'est simplement un souci démocratique, je pense que nous n'avons pas d'alternative. Le second point qui est fondamental, qui est beaucoup plus méconnu, c'est celui de la prise sur le réel. C'est-à-dire, et vous le constatez, et on l'a constaté au travers, vous avez vu, bon, le traité constitutionnel 2005, vous avez vu ce qu'il en est advenu 2-3 ans après, mais c'est une chose beaucoup plus générale, et c'est la prise sur le réel, c'est-à-dire l'application de la loi. Or, je peux le revendiquer en tant qu'avocat, j'ai été relativement gâté au cours de ma carrière à tout point de vue, mais j'ai toujours séparé totalement l'activité professionnelle de l'activité, je dirais, institutionnelle. Il est manifeste que la réponse que j'ai apportée tout à l'heure à nos amis canadiens, nous ne sommes pas en démocratie, je crois que nous pouvons considérer, et il n'y a rien de malséant, nous ne sommes plus en état de droit depuis très longtemps. Il n'y a plus d'état de droit. Or, le droit et l'État, c'est pas de moi, c'est du professeur Burdeau, le droit et l'État sont consubstantiels l'un de l'autre. À savoir que si vous n'avez pas un État régalien fort, contrôlé par le peuple, qui applique la loi voulue par le peuple, et ensuite les jugements, les décisions contrôlées par les citoyens dans des conditions que j'ai analysées et décrites, et je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul. J'ai commencé, non pas plus tôt ou avant, mais Yvan Blot, qui était un peu plus âgé, qui est décédé, Yvan est décédé en octobre 2018. C'est pour ça qu'on a recréé une association sur ces sujets. En revanche, prenez en considération que si vous n'avez pas une justice indépendante, digne de ce nom, avec un statut, actuellement, vous savez que la justice, en France, l'article 66 de la Constitution est une autorité, ce n'est pas un pouvoir. Et, force est de le reconnaître et de le déplorer, lorsque vous évoquez ces sujets avec des personnalités du monde politique que j'ai fréquentées depuis très longtemps, gentiment, puisque je n'avais aucune ambition personnelle, en revanche, seule ambition, c'est de promouvoir les institutions auxquelles nous croyons, ils ne veulent surtout pas entendre du pouvoir judiciaire. Surtout pas. On veut bien mentir, mais être jugé pour nos mensonges, surtout pas. Non, mais je caricature, là, excusez-moi. Mais, donc, par conséquent, ça, c'est l'aspect, je dirais, purement sémantique, institutionnel. Le troisième aspect, en fait, vous avez eu 3 périodes, et pour les questions, Martine, c'est pas trop long, non? Parce que je préfère... Je peux encore? Merci, Martine. Je préfère vous laisser parler parce que je pense que je m'enrichirais beaucoup plus en vous écoutant. Non, il y a eu 3 périodes. Il y a eu l'argent nerf de la guerre, à savoir le banquier apporte son argent au prince pour financer ses guerres. Lorsque on ne peut pas rembourser le banquier, allez, on le met dans les oubliettes ou on le pend au Héricourt. Comme ça, c'était... Je caricature, hein, excusez-moi. Mais je ne suis pas très loin de la vérité, ça a été une première période. Deuxième période, 19e siècle, montée en puissance de la finance. 19e siècle, vous avez... Alors, déjà au 16e siècle, vous aviez la City de Londres. Qui est, là, si vous prenez... Renseignez-vous sur l'histoire de la City de Londres, vous allez comprendre déjà la puissance financière qui se mettait en place dès le 16e et 17e siècle. Et là, au 19e siècle, avec la création de la société anonyme, avec les institutions, effectivement, la fiducie, ensuite le trust, etc., vous avez cette finance qui s'était bâtie d'une manière générale, comme d'ailleurs dans l'Ancien Régime. Les grands banquiers italiens, les Médicis, n'est-ce pas, d'autres banquiers, vous avez toute une liste de grands banquiers italiens, lombards, allemands, autres, étaient des banquiers qui avaient commencé à être tisserands, à avoir les commerces. Venise, pour lequel j'ai une très grande admiration pour la République de Venise, 400 ans de république commerçante, eh bien, la richesse de ces banquiers avait été bâtie tout d'abord sur le commerce, sur l'importation d'épices, sur les tissus, sur le commerce qu'ils faisaient avec tous les pays, notamment en Asie, en Orient, etc. Et ensuite, la finance, elle provenait encore une fois d'activités. Et ensuite, ça a été la finance pour la finance. Là, effectivement, le tournant, c'était au 19e siècle. Et cette finance va
je dirais, s'institutionnaliser. Alors, je ne vais pas vous faire non plus un cours d'histoire là-dessus, pas vous embêter. Il y a eu des crises financières à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Et notamment, l'un des sauveurs de la finance américaine a été Morgan, la banque Morgan, et avec des méthodes sur lesquelles on ne reviendra pas. Mais effectivement, l'idée est venue qu'il fallait, alors premièrement, compte tenu de l'effondrement et des faillites de certaines banques privées, on a envisagé une banque centrale. Et les banquiers privés qui ont vu arriver la possibilité, le risque pour eux de perdre le contrôle de cette finance avec tout ce que ça peut emporter de conséquences sur l'économie et sur la mainmise d'un pays, d'une façon insidieuse, hein. C'est pas spectaculaire, vous votez pas pour des banquiers. Se sont réunis, alors là il faut pas l'inventer, c'est chez Morgan, dans la propriété de Morgan, je crois que ça s'appelle Jekyll, c'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est dans l'île de Jekyll et Island, dans une propriété de Morgan, d'où la création en 1913 de la Réserve fédérale. Or, la Réserve fédérale, et là vous avez des ouvrages également, si cela vous intéresse, la Réserve fédérale est constituée uniquement de banquiers privés. Donc cette Réserve fédérale, avec bien entendu certainement l'influence et la présence de la City, la Banque d'Angleterre, qui avait des faux nez, hein, puisque là, l'intérêt de notre discussion d'aujourd'hui, c'est de considérer que le véritable pouvoir ne veut surtout pas apparaître. Nous n'existons pas. Il y a un ouvrage que je vous conseille et que vraiment qui arrive de Jean-François Guéraud. Il y a plusieurs auteurs d'ouvrages consacrés à la finance criminelle, Jean de Maillard, Marc-Christine Dupuis sur le trafic de la drogue. Et là, je vais y venir rapidement tout à l'heure. Et Jean-François Guéraud, qui est un très haut fonctionnaire de la police, qui a écrit La théorie des hybrides, le capitalisme criminel, et il vient d'écrire La mafia et la Maison Blanche, c'est-à-dire les rapports entre des organisations criminelles et des pouvoirs. C'est-à-dire que le système mafieux ne peut pas exister s'il y a un État qui remplit ses devoirs, je dirais, ses pouvoirs régaliens. Pouvoirs régaliens au service des citoyens. Je dirais que le système mafieux, si on veut être un petit peu, faire une allégorie métaphorique, enfin je veux dire être comme en matière de maladie, c'est le cancer, c'est la gangrène, c'est le cancer d'un État. Dès l'instant où l'État perd ses pouvoirs régaliens, de l'intérieur, il perd même sa dénomination, sa qualification d'État, à mon avis, d'où le malentendu avec ce jeune homme que j'évoquais l'autre fois, le peuple contre l'État. Je dis, il n'y a plus d'État, par conséquent, à vous de reprendre le pouvoir. Par conséquent, il faut avoir présent à l'esprit que, indépendamment du souci de la loi que vous souhaitez voir votée et adoptée, il faut effectivement qu'il y ait des institutions sur le plan judiciaire qui dépendent des citoyens. Je dis bien qui dépendent, pour de différents moyens. Je ne vais pas vous embêter sur les solutions institutionnelles et juridiques qui existent et qui peuvent être mises en place, mais effectivement, c'est le seul moyen de passer de la théorie à la pratique, et ça, c'est un des aspects qui est totalement négligé, et qui gêne parfois. On a tous peur d'être jugés, on a tous peur de la loi, mais il y a certaines limites. Et les limites, je vais vous dire, et je terminerai peut-être là-dessus. Les limites, ça a été la prise de conscience qu'effectivement, je serai encore une fois caricatural, je le disais à mes étudiants à l'époque, la troisième génération d'Al Capone, la prohibition, 1920, la troisième génération d'Al Capone, ils ont fait Harvard. Ils sont banquiers. Bon. Donc, dans leur famille, vous avez ceux qui sont bons à assassiner parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Vous avez ceux qui sont avocats parce que, bon, ils sont un peu, ils ne savent pas faire autre chose, sont consiglieri. Et puis, vous avez ceux qui rentrent par l'intermédiaire des trusts, la fiducie, avec les paradis fiscaux, avec l'opacité que favorise le système qui a été mis en place depuis une cinquantaine d'années, un peu plus même maintenant. Vous ne savez pas dans quel groupe, dans tel fonds de pension, dans tel laboratoire pharmaceutique, dans telle banque, vous ne savez pas qui dirige vraiment. Or, ce qui les intéresse, ce sont les remontées de dividendes.
Sur les remontées de dividendes, et tout à l'heure, l'une des questions posées par les Canadiens, que pensez-vous de la planche à billets, des planches à billets de la Réserve fédérale qui inondent le marché de planches à billets, de billets de banque, pardon, de dollars, et qui est susceptible de peser sur l'économie, de favoriser l'inflation, etc. J'ai dit oui, mais la planche à billets n'est qu'un des aspects. Hein, vous savez que depuis 1973, la Banque de France ne peut plus prêter à l'État français. Obligation d'aller sur les marchés financiers. Donc là, c'est devenu suspect, mais on ne s'en est pas aperçu immédiatement. Et c'est une façon d'asphyxier le pays. D'où la réflexion actuellement qui est menée à la suite de la crise de 1860 et quelques avec le Mexique, la théorie de la dette odieuse, à savoir qu'une dette qui n'a pas été votée par le peuple et qui est détournée de sa vocation est une dette odieuse qui ne doit pas être remboursée. Bien. Par conséquent, c'est effectivement une des théories et la France a refusé de signer la convention qui avait été mise en place en 1969, l'article 50, sur justement la définition de la dette odieuse. Et effectivement, c'est une façon de conquérir un pays, de l'asphyxier, c'est-à-dire que l'argent est détourné de sa vocation. Et par conséquent, ces aspects financiers ont pris d'autant plus d'importance, et la dimension criminelle, qui a été insidieuse, hein, on ne l'a pas perçue immédiatement. On en a eu le couronnement avec l'introduction du trafic de la drogue dans le calcul du PIB en 2015. Ce sont des magistrats qui ont attiré mon attention sur ce sujet. J'ai écrit 2 articles à l'époque, à savoir que la drogue, la prostitution, était plus ou moins imposée, devait être introduite dans le PIB, le calcul du PIB des États membres, et par conséquent, accepter que la drogue, les produits de l'argent du crime, n'est-ce pas, figurent dans le PIB, vous imaginez les conséquences de banalisation sur le plan de la moralité, de l'exemplarité, et effectivement, alors lorsque j'ai été amené à discuter avec des économistes et des financiers, qu'ils soient inspecteurs des finances ou autres, à la direction du Trésor, il y a plusieurs années, j'avais attiré leur attention sur ce risque de la criminalité, qu'ils avaient pris un peu à la légère, je pense à quelqu'un, d'une façon un peu condescendante, mais quelques années après, dans le rapport moral dans l'argent dans le monde, ils ont sorti des articles où ils reconnaissaient que la pénétration de l'argent criminel dans l'économie et dans la finance était effectivement le pire des dangers pour la démocratie. Et donc récemment, lorsque j'ai été confronté à ce type de discussion, j'ai rappelé 3 choses. Premièrement, le rapport du professeur Bichot, professeur d'économie à Lyon, coût de la criminalité en 2012, 150 milliards par an. La drogue représente là-dedans à peu près, on ne sait pas, mais c'est à l'ordre aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 200 milliards par an. Et la drogue représente un pourcentage relativement important qu'on n'arrive pas à définir. Tous les chiffres qu'on vous donne, il faut raisonner en termes de fourchette. Ça peut être 4, 5, 6 milliards par an. Bien. Il faut voir les conséquences directes et indirectes. À savoir que la dépendance aux psychotropes, eh bien, entraîne impossibilité de travail, chômage, conséquences pour la maladie. Je ne parle pas de la criminalité que vous connaissez. Deuxièmement, le rapport Prats, la magistrat, ancien des douanes, plus de 100 milliards par an, la fraude sociale. Vous savez que les intérêts de la dette vont atteindre bientôt 60 milliards par an. Donc, si vous faites une somme, il n'est pas question de revenir à zéro, mais on a beaucoup de mal lorsqu'on entend la commission des affaires étrangères, la commission des finances, pardon, interroger le maire et les autres sur le budget, sur le déficit de la France au cours des 7 dernières années. On jongle avec les milliards, on jongle avec les indices, etc. D'abord, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. C'est comme une écriture comptable. Une écriture comptable, il faut le savoir, ce ne sont pas des chiffres, c'est du droit. C'est une écriture comptable et une écriture juridique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le problème, c'est que la finance a permis, avec l'opacité, avec la titrisation, de transformer effectivement un baril de pétrole ou 1 kilo d'or et de multiplier par 100 ou par 1000 en faisant jouer, n'est-ce pas, la spéculation sur les marchés financiers, et ce qui fait que vous faussez totalement les paramètres de l'économie. En revanche, ce qui est beaucoup plus concret, c'est effectivement les 200 milliards effectivement que coûte la criminalité d'une manière générale, directe et indirecte, à la France. La fraude sociale, etc. Et pour, excusez-moi, mais
non pas nous donner raison à ceux qui travaillaient sur ce sujet-là, eh bien, la boucle, elle est bouclée. Hein. J'évoquais tout à l'heure le PIB. Au mois de mai 2024, c'est très récent, le Sénat, j'ai le rapport ici, le Sénat vient de sortir un rapport plus qu'inquiétant sur l'explosion du narcotrafic en France. À savoir que les conséquences économiques, sociales et politiques, puisqu'ils disent même que ça ne peut exister que s'il y a effectivement une corruption au plus haut niveau de l'État, eh bien, aujourd'hui, que fait-on ? Bien. Par conséquent, c'est pas de moi, c'est le rapport du Sénat. La seule chose, je dois le rappeler à certaines personnes du Sénat, et là, je n'évoquerai pas des noms, parce que j'évite, non pas par crainte, hein, mais je n'aime pas blesser ni gêner qui que ce soit. En revanche, le Sénat, je l'évoquais tout à l'heure avec Falcon, lorsqu'ils avaient établi ce rapport sur le trafic de la drogue dans l'espace de Schengen, c'était en 92-93, oui, 92-93. Nous sommes en 2024. Je pense que vous aurez tout compris. Voilà. Donc aujourd'hui, la prise en considération de ce qu'est un pays vaincu, mais avec de nouvelles armes, qui ne sont pas celles conventionnelles que l'on voit effectivement malheureusement sur certains théâtres d'opération, comme on dit, eh bien, il faut réfléchir. On a besoin de la réflexion de chacun d'entre nous sur, premièrement, le diagnostic, deuxièmement, quel remède, dans quel délai et avec qui. Voilà. Oui, je vous amène le micro. Bonjour maître, merci pour ce discours très intéressant. Est-ce que vous pourriez vous étendre un petit peu sur les remèdes ? C'est ça qui nous intéresse en premier lieu. La fourche. La fourche, oui, comme dit. Merci beaucoup. Mais les remèdes, encore une fois, là vraiment, je suis très péremptoire. Je n'en vois pas d'autre que déjà une modification, travaillant avec d'autres personnes que connaît très bien Martine Bonner, qui s'intéresse justement, et des hommes politiques. Hein, il y a des hommes politiques qui ont le souci de l'intérêt général, du bienfait public. L'effondrement. Moi, je l'ai constaté, malheureusement, dans des circonstances pénibles. J'ai participé à plusieurs colloques sur la crise du Covid et, n'étant pas vacciné, je fais partie des 300 avocats qui défendent les soignants non vaccinés. Et par conséquent, j'ai entendu des personnes de ma génération et plus jeunes dire on ne sait pas, on a voté pendant 20 ans, aujourd'hui on réalise qu'on a été plus ou moins trahi. Il y a eu un électrochoc. La gestion du Covid, de la pandémie, les conséquences dans toutes les familles que vous connaissez malheureusement, ont été un électrochoc, alors je dirais pas salutaire, parce que c'est le genre d'électrochoc salutaire dont on se passerait. La seule chose, c'est que les solutions, la démocratie directe, c'est-à-dire l'obligation de réfléchir. Alors attention, travaillant sur ce sujet-là, j'ai tout entendu. Le tirage au sort, il va y avoir la manipulation, les femmes et les hommes, et je vois bien votre génération, je crois qu'on est très proches, ils savent plus lire, ils savent plus écrire. Alors je sais que c'est pas votre cas, mais je vous assure que c'est un problème. Et c'est un problème, il suffit, moi je n'écoute plus les informations, mais il suffit d'écouter le langage et le verbiage, ce que l'on entend parfois dans certaines émissions. Je dirais qu'il y aura un travail à long terme. Attention, il faut réapprendre à lire, il faut réapprendre à écrire, et à la limite, je sais pas, je vais pas être, on va être traité de fasciste, mais il faudrait dire, écoutez, vous allez voter quand vous saurez lire et écrire, quoi. Je caricature, mais pas très. Hein. Mais c'est pas très loin, vous savez, c'est pas très. Par conséquent, la démocratie directe, à mon avis, est un passage obligé. C'est un passage obligé à double titre parce que je sais que ça déplaît à nous tous. Attention,
Ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire. Ce qui est très important pour moi, parce que j'ai participé récemment à une émission sur géopolitique profonde, et dans des circonstances où on m'avait appelé un peu en vitesse, je ne devais pas y être. Il y avait quelqu'un de charmant d'ailleurs, Charles-Henri de Bourbon-Parme, héritier du trône de France, enfin un des prétendants, descendant de Louis XIV, et on m'a présenté comme, à ma gauche, comme sur un ring de boxe, n'est-ce pas, à ma gauche le descendant de Louis XIV, à ma droite, Sanviti, républicain démocrate, comme ça c'est vu de vie. Et simplement, moi je dis, excusez-moi, moi je considère effectivement, le peuple est souverain, voilà. Et ça c'est quelque chose qui est très difficile, je me suis aperçu, dire à chacun d'entre nous, vous êtes souverain, le souverain c'est vous. Mais c'est une responsabilité. Il est beaucoup plus facile d'attendre le Messie, d'attendre l'homme providentiel, d'attendre Zorro, que d'assumer sa souveraineté. Alors, il y en a certains disent, oui, mais regardez, on ne peut rien faire, Bercy, regardez, etc., regardez tel homme politique. Oui, mais il faut bien commencer un jour. Hein. Il faut bien commencer. De toute façon, l'alternative, quand vous prenez les 50 dernières années, si ça continue, c'est l'esclavage. Alors, il y a différentes formes d'esclavage. Hein, mais regardez la transparence. Au centime près, on sait ce que vous avez dans vos avoirs, on intercepte vos communications. Moi, j'ai aucun problème sur le plan de la transparence, hein, mais vraiment aucun. Moi, vraiment, on peut m'écouter, j'en ai rien à faire du tout. Bon, ce qui est gênant, c'est qu'au niveau de l'égalité des droits, c'est que vous ne puissiez pas savoir tel homme politique, pourquoi il a 100 millions, 500 millions dans un paradis fiscal, et qu'il est là parce que, effectivement, on lui a dit, bah, t'es bien payé, maintenant tu fais ce que tu dois faire. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, nous avons décerné le prix Falcon à une franco-colombienne où, en Amérique du Sud, on vient voir quelqu'un, un juge, un homme politique, on dit, tu sais, on sait où tes enfants vont à l'école. Alors nous travaillons sur ce sujet depuis très longtemps, avec des militaires, des magistrats. C'est pour ça qu'on a créé avec Laurent Inker le prix Falcon. Et j'ai distribué moi, un article sur un article du Monde de septembre 2023. Des narcotrafiquants avaient enlevé un adolescent et avaient menacé la famille de dire, voilà, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, tout simplement, on va le passer dans la machine à viande dont on vous envoie la photo. Moi, j'ai distribué et diffusé ça à toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons. Et j'ai mis en marge, ma secrétaire, quel type de sanctions appliquez-vous à cette forme de criminalité? Et là, ça répond à votre question. C'est pas moi. C'est simplement, vous êtes réunis ici, vous êtes le peuple souverain, vous choisissez les lois, vous choisissez la sanction, et vous faites en sorte que la sanction que vous choisissez soit appliquée. C'est le début. Là, vous avez la réponse, mais tant que vous ne passerez pas par ces étapes et par cette prise de conscience, effectivement, on ne peut pas y arriver. Merci, bonsoir. Pour rester sur la question des remèdes, il est possible pour les citoyens, par exemple, de former des assemblées citoyennes qui sont très locales, que ce soit dans les villes ou dans les quartiers, des endroits pour se réunir entre tous, tout le monde est bienvenu, pour établir un cahier des doléances, pour également pouvoir répondre correctement, rapidement, s'organiser aux problèmes que les gens rencontrent. Comment vous pensez qu'on peut motiver des groupes, des partis, des gens qui appartiennent tous à des milieux différents, qui ont tous des vocations différentes, à se réunir à cette occasion? Écoutez, la première chose, vraiment, je remercie vraiment à tout point de vue, et c'est pas du tout de la flagornerie, elle le sait, Martine Vonner, parce que compte tenu des épreuves auxquelles elle a été confrontée, ce qu'elle a fait, son engagement, c'est vraiment l'occasion, non seulement de répondre à votre question, mais comment dire, de déterminer les limites de ma propre compétence. Je suis un très mauvais communicant. Je parle beaucoup plus que je ne l'ai fait pendant des années, ayant sur mon papier en tête acta non verba. J'ai été élevé chez moi, dans ma famille, à écouter, à agir et éventuellement à parler après. Mais là, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire parce que je suis confronté depuis des années
à trouver les mots justes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon travail d'avocat était important. Je n'ai jamais distribué de carte de visite ni fait d'offre de service. Je suis beaucoup plus à l'aise si quelqu'un vient me chercher en disant « j'ai tel problème, que fait-on » Mais la division est telle en France, il paraît que ce n'est pas particulier à la France d'ailleurs, hein, mais la division est telle que vous avez 100 000 villages gaulois, il y a des problèmes d'ego, des problèmes d'incompétence, des problèmes de corruption, des problèmes d'infiltration. On parle d'un tel comme un tel, c'est, comment ils appellent ça, l'opposition contrôlée. Ah bon, d'accord. Bon, ça vient de sortir. Et alors, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile. Je ne vous cache pas. En revanche, le cahier de doléances, le principe, je trouve ça très bien. Ce qu'il faut simplement, c'est que des groupes, des référents, et on l'a évoqué, je crois, hier, distribuent des ouvrages, des articles sur ces sujets-là. Ils réfléchissent, c'est pas la peine de passer des heures, hein, et acceptent un jour de se fédérer, de réunir, d'envoyer, comme ça s'est fait d'ailleurs à certaines personnes, à certaines périodes, pardon, à la Révolution. Alors il y en a, moi je travaille beaucoup avec des militaires, des officiers généraux à la retraite ou bon actifs, c'est plus difficile, ou avec des. Ce que je veux dire, c'est que il y en a qui attendent que ça s'effondre, en disant bah voilà, le jour où ça s'effondre, on sera là. Ah bon, d'accord. Je dis mais en attendant, si ça s'effondre pas, ça peut durer combien de temps ça? On n'a qu'une vie, hein. C'est bon. Alors moi, ce que je reproche à ceux qui attendent que ça s'effondre, ça me fait penser quand même un petit peu aux résistants de la dernière heure, vous voyez, hein, ceux qui disent bon ben on attend que vous soyez tués, hein, vous allez vous battre, puis un jour on va ramasser les lauriers, hein, etc. Donc à toutes les époques, hein, ça existait à toutes les époques, ça. Bon, donc je pense que proposer des réformes comme la démocratie directe et une réforme en profondeur de la justice qui serait placée sous la tutelle, sous la sauvegarde des citoyens, ça répond à votre question pour ce qui concerne, je dis pas les remèdes, ils sont pas miracles. Vous n'aurez pas de système, attention, hein, la nature humaine, que soit moi le premier, elle est imparfaite. Hein, bon, par conséquent, on n'aura pas la perfection n'est pas de ce monde. En revanche, moi j'aime beaucoup le terme de comment dire, de cocktail, de proportion. C'est un problème de proportion, hein, qui a un peu de corruption, qui de l'huile dans les rouages, qui a un peu de système, etc. Il y en aura toujours. Mais lorsque le système prend le pouvoir et impose des règles criminelles, donc le cahier de doléances, moi j'ai eu des échos, j'ai essayé de rencontrer des représentants des Gilets jaunes à l'époque, ben, j'ai été confronté à ce que vous décrivez. J'ai été confronté, c'était sidérant. Ou bien une inculture, une méconnaissance, ou alors ils avaient... Mais je dirais, rien de concret au niveau des solutions, vous voyez. À la limite, certains qualifent à la place du calife, puis après on verra. Une fois qu'on est calife, bon, on ne sait pas ce que ça donne. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut impérativement que dans toute la France, il y ait effectivement ces cahiers de doléances et avoir le minimum d'humilité pour dire, bon, nous sommes un groupe de 10, 20, 30... On a fait parce qu'attention, très important. Je l'évoquais tout à l'heure au niveau de l'électrochoc. Ce serait très intéressant d'ailleurs, si on avait le temps, d'interroger chacun d'entre nous et de mettre sur le tableau quelles sont vos priorités. Il y en a qui vont mettre l'insécurité, d'autres qui vont mettre la santé, d'autres qui vont mettre l'éducation nationale, d'autres vont être le chômage. Vous voyez ? Alors là, après, on rentre dans une discussion. Alors vous avez des discussions encore plus difficiles, c'est celle par exemple de la peine de mort. Alors là on peut y passer des années. En revanche là c'est une discussion qui est tout à fait possible. Parce que si par exemple vous éludez l'importance de la santé. Moi j'ai fait 30 émissions sur Radio Courtoisie en 1990 comme directeur d'émission. J'ai consacré 20 émissions avec des magistrats sur la justice et j'ai consacré 10 émissions sur la santé. Pourquoi ? Parce que, sans être vraiment hypocondriaque, j'ai considéré que dès que j'avais un truc de travers, ben, je commençais à raisonner mal. Hein, quand vous commencez à être obsédé, tiens, j'ai mal là, tiens, c'est un cancer, etc. Bon, ben, vous ne pouvez plus vous battre. Vous pouvez plus vous battre. Vous n'êtes plus en état de travailler. Pourquoi la drogue ? Moi, la drogue, ça me gêne pas. Si arrivé à un certain âge, vous avez peur de la mort et qu'on vous donne un peu une pipe d'opium pour calmer vos affres, moi, je prends pas d'antidépresseurs, mais à la limite, parfois, j'aurais dû prendre un peu de cocaïne, peut-être. Bon, je l'ai pas fait par principe. Mais
j'accepte que face à certaines peurs, on calme nos angoisses qui sont existentielles. Et vous savez, André Parino, qui était un grand intellectuel, m'avait dit sans Viti, il était beaucoup plus âgé que moi, il y a 30 ans de ça, vous savez, cherchez pas. Toute l'histoire de l'humanité se résume à la peur de la mort. Vous l'exorcisez. La religion, la cocaïne, le sexe, enfin je veux dire, vous voyez, c'est... Alors suivant les époques, bon, c'est vrai que... Bon, mettez dans l'ordre, suivant l'âge, hein, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que... donc, chacun d'entre vous, au niveau des doléances, moi j'y crois beaucoup, c'est de dire, bon, quelle est notre priorité? Et je crois que la santé et la justice est fondamentale. Parce que l'injustice vous rend dépressif. Le sentiment d'injustice dans votre travail, les petits chefs, le banquier qui vous dit, non, non, là vous êtes à découvert, etc. Vous savez, moi j'ai assisté, 90% de mon activité sont les entreprises. Là, je ne vais pas citer de nom, bien sûr, et des entreprises. J'ai assisté, moi, à un haut cadre qu'on avait fait venir pour faire le ménage. Puis quand il a fait le ménage, c'est un peu comme la mafia. Hein. On appelle un tueur, bon, on t'exécute un tel et un tel. Ah bon, je suis content. On lui donne son chèque et après on lui met une balle dans la tête. Et là, le cadre en question, ben, il a été viré. Ce que je veux dire, c'est que la question est très très importante. Le cahier de doléances, moi, ce qu'il faut que vous fassiez, et vous êtes d'une génération qui peut le faire, c'est avoir dans toute la France des référents qui se mettent d'accord sur les priorités de ce cahier de doléances. Oui, pardon, oui. Ce cahier de doléances, ça ne concerne pas seulement les problèmes généraux, il devrait concerner les problèmes du quartier aussi. Pardon, excusez-moi. Les problèmes, par exemple, du quartier aussi. Ah non, mais... Les doléances sont à l'échelle de toutes les problématiques que peuvent rencontrer. La démocratie directe, attention, la démocratie directe, moi ce que j'aime ce que j'apprécie, pas ce que j'aime, mais ce que j'apprécie dans ce système, c'est le côté homéopathique. C'est-à-dire que c'est pas brutal. Vous commencez dans une commune, est-ce qu'on fait une piscine ou est-ce qu'on fait un rond-point? Est-ce qu'on fait un gymnase ou est-ce qu'on fait un centre médical parce qu'on n'a plus de centres médicaux? Regardez, nous, on travaille également, c'est dramatique, regardez la situation des agriculteurs et des éleveurs dans ce pays. Enfin, c'est une honte. C'est une honte. On a éradiqué, on a éliminé 3/4 de l'agriculture et de l'élevage français dans des conditions, mais lamentables. Lamentables. Bon, on a laissé faire. Donc, au début, on ne s'est pas aperçu. On a dit, tiens, oui, bon, alors les choix, mais tout ce qu'on vous a raconté, effectivement, pour justifier cela, aujourd'hui est en train d'être mis en cause. Ce qui est beaucoup plus grave, d'ailleurs, c'est que ceux qui sont à l'origine de mauvaises réformes ne sont pas sanctionnés, en ont profité, et font faire en sorte de mettre en place des personnes qui ne vont pas les juger et qui vont faire plus ou moins la même chose. Donc, je ne vois pas d'alternative à l'implication que vous décrivez, à savoir au niveau de la commune, au niveau de la région, et partant de la commune et de la région, ensuite au niveau national. Alors moi, Roland, si tu me permets, je suis là. J'ai une petite solution pour monsieur. Il n'a pas voulu tout à l'heure, en entrant, s'engager. Il n'a pas voulu adhérer. Et c'est pas un procès d'intention du tout. Mais il aurait pu entendre parler des pépinières citoyennes et de ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est même pas demain, de ce que nous souhaitons faire très clairement dans les quartiers, dans les territoires, et on va lui remettre le flyer sur les pépinières citoyennes, et on l'applaudit bien fort. Et on espère qu'il va nous rejoindre. Parce qu'on va continuer. Pardon. Après, on continuera le débat. Mais il y a d'autres questions, et on a encore quelques minutes. On a encore quelques minutes, et il y a 3 personnes qui ont demandé le micro, donc on va arrêter après ces 3 personnes, s'il vous plaît. Merci. Alors, moi j'ai ma première petite question, mais je vais la poser, mais il faudrait pas que vous y répondiez. C'est la deuxième, un effet qui se coule, on va dire. Qui commande le monde? Ça, ce serait ma première question, mais je pense que tout le monde a là à peu près la réponse. Pour reprendre vos mots, Maître Sanviti, on ne peut comprendre le phénomène mafieux que si on en a une approche anthropologique.
Ce qui fait l'histoire de l'homme sont les guerres qu'il traverse. Les pays vaincus subissent les lois du vainqueur. L'argent des banques ont financé les guerres et du coup, cela a augmenté leur pouvoir. Voilà mes questions. J'en ai juste deux, mais à mon avis, elles sont très courtes. Comment prétendre à une réelle démocratie, même directe, quand on sait que 80% de l'économie mondiale dépend de la Fed, lorsque les décisions des trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont dans la main d'un seul, et que ces décisions ne sont pas prises dans l'intérêt du peuple? Mais là, le constat, c'est un constat qui a été établi depuis plusieurs années. Et vous avez un article que je peux faire distribuer également de Gavin Marshall. Gavin Marshall a sorti un article en 2012 sur les 147 établissements bancaires et multinationales qui contrôlent, ce que vous venez de dire, 80% de l'économie mondiale. Et il a intitulé son article « Le cartel de la drogue », dans la mesure où, effectivement, ces établissements ont atteint une telle puissance, notamment financière et économique, par des opérations, pour certaines et pour la plupart, des opérations peu ou prou criminelles, et notamment de blanchiment. Par conséquent, l'alternative, là encore, je ne dis pas qu'elle est simple, elle suppose premièrement que ce que vous dites à l'instant soit connu de la majorité des Français, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à l'occasion du Covid, j'ai pu effectivement intervenir dans des colloques et faire connaître ce que vous dites, mais beaucoup de personnes ne savaient absolument pas, et des personnes cultivées qui avaient fait, comme on dit, des études, mais c'est pas un critère non plus d'intelligence, les diplômes, ne savaient absolument pas qu'on avait introduit le trafic de la drogue dans le calcul du PIB. Donc lorsque vous prenez connaissance, n'est-ce pas, de cette réforme, de ses conséquences et des causes et les conséquences que ça peut avoir, eh bien vous commencez à réfléchir sur les solutions, sur le choix. Et ensuite, et c'est l'intérêt d'ailleurs, ce qu'on disait à l'instant, et ce que disait Martine Bonner, de mettre en place des pépinières, c'est-à-dire que chacun, sans prendre de risques, hein, il n'est pas question de prendre le moindre risque, mais dans votre région, dans vos familles, eh bien de réfléchir d'une part aux causes, à l'origine même de ce que vous venez de dénoncer, de décrire, et puis de réfléchir aux remèdes, aux solutions. C'est-à-dire à mettre en place non seulement des réformes, mais les faire porter par des personnalités qui auront le souci du bien public. Et je dirais que, d'ailleurs, si le Sénat vient d'établir ce rapport, et si vous entendez certaines prises de position aujourd'hui qui vont à l'encontre de ce qui se dit depuis quelques années, c'est qu'il y a manifestement un début de prise de conscience. Alors, jusqu'où ça peut aller, ça on n'en sait rien du tout. Ce qui peut être une opportunité, c'est ce qui est en train de se passer avec la position adoptée par certains pays que je ne citerai pas, qui tendent à se séparer du dollar et à avoir une certaine indépendance par rapport à l'hégémonie financière, même aux États-Unis, mais même dans d'autres pays. Par conséquent, il faut savoir que les guerres qui sont engagées, il y a un chapitre de mon livre qui s'intitule « Ultima Ratio Regnum ». Ultima Ratio Regnum, c'est Louis XIV faisait graver sur ses canons l'ultime recours des rois. C'est-à-dire que lorsque vous avez pillé un pays et qu'avec les crises financières qui existent et avec effectivement les conséquences économiques et le mécontentement des peuples ou de certains peuples, que fait-on? On engage des guerres parce que lorsque vous faites de la guerre et que vous avez peur de la mort, vous avez peur de la bombe atomique, vous ne pensez plus ni au chômage, ni à ce qu'on vous vole dans votre poche. Je caricature une fois de plus. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Avec le Covid, avec les scandales qui se sont succédés depuis plusieurs années, avec l'opposition qui est en train de naître dans certains pays, eh bien, les pouvoirs financiers, les puissances financières qui ont accumulé ce pactole et qui ont peur de le perdre, ou de limiter leur pouvoir, poussent à la guerre. Alors la guerre a trois avantages. Premièrement, l'intimidation, c'est même le système mafieux, c'est l'intimidation. Deuxièmement, une guerre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de financer le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de guerre, vous ne pouvez pas vendre d'avions ou de missiles, n'est-ce pas? Et troisièmement, avec
une chance ou un risque de conquête ou d'acculer ou de sacrifier vos populations. Bien. Mais je dirais que la situation actuelle, c'est pour ça que le rappel que j'ai abrégé, le rappel historique des conquêtes de l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution française, c'est une répétition de tout ce qui s'est passé. En revanche, c'est vrai que ça a été une forme de conquête plus insidieuse, plus sournoise, qui a été permise par la corruption, la trahison, l'argent et la puissance financière, qui a pu atteindre un tel niveau que par des activités criminelles qui auraient pu être sanctionnées à chaque étape. C'est ça qui est important. Il y aurait eu une justice, une institution judiciaire, les textes, le droit pénal, le code pénal existe. Il n'a jamais été appliqué. D'ailleurs, Catherine Ney avait écrit un article il y a quelques années. Et je crois qu'il faudrait mettre le code pénal à la poubelle. Il ne sert plus à rien. Une autre question? Oui, c'est un peu la suite de la précédente. Ça ne suffit pas d'avoir des comités de quartier. Il faut penser des choses à plusieurs niveaux. Et en particulier, au-dessus des quartiers, d'avoir des représentants du peuple au niveau du Parlement, par exemple. Parce que aujourd'hui, on voit très bien que le pouvoir s'exerce de haut en bas, d'une façon absolument écrasante, et qu'il n'est même plus dans le pays. Et que nous avons maintenant un gouvernement qui est hostile au peuple. Ce que beaucoup de gens n'admettent pas. C'est très difficile de se faire à l'idée d'avoir des gouvernants qui veulent nuire au peuple. Alors on ne peut vraiment plus le nier. Et ces gens sont beaucoup plus puissants. Donc, des comités de quartier, c'est très bien, mais il faudrait aussi trouver un moyen, en articulant les deux, d'avoir des véritables représentants du peuple. Aujourd'hui, le Parlement, c'est une moitié de pitre, quand même. Et des pitres qui sont entièrement entre les mains des partis. Aujourd'hui, c'est vraiment le régime des partis. Alors, on peut faire une autre organisation. Par exemple, déjà, astreindre tout candidat à avoir travaillé quelques années, à résider sur son lieu de candidature, qui est plus du tout de parachutage, de faire en sorte que les compensations financières ne soient pas données aux partis, mais soient données aux candidats. Donc il y a des quantités de réformes qu'on peut faire comme ça. Bon, une des choses les plus fantastiques, c'est que il y ait un ministre de la Justice. Rien que ça, c'est totalement bouffon. Il faudrait déjà qu'il y ait un chancelier qui soit indépendant du gouvernement, qui soit responsable devant le Parlement, à l'instar du Premier ministre. C'est complètement extravagant que le ministre de l'Intérieur s'occupe des élections. Là aussi, c'est les chanceliers qui devraient s'en occuper. Mais il faudrait aussi que les députés fussent de vrais représentants du peuple. Et ça peut pas être les mêmes gens qui s'occupent d'un comité de quartier et qui représentent le peuple au Parlement. De même que le peuple doit être représenté. Alors savoir comment, parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle circonscription, il y a des profils sociaux professionnels très différents. Donc bon, ça pose un autre problème. Et puis, dans tout système parlementaire, il y a toujours les intérêts qui sont représentés. Parce que ceux qui payent, ce sont d'une part les citoyens, par leurs impôts directs ou indirects, mais ce sont aussi les entreprises. Donc il faut aussi penser à la représentation des entreprises, de tout ce qui est productif, au niveau d'un Sénat. Donc par exemple, Valérie Bugeaud a des idées sur ce point-là, que je ne partage pas d'ailleurs, mais il y a toute une organisation, et puis il faut penser à un cursus honorum, de sorte qu'on n'ait plus cette bande de saltimbanques qu'on voit au Parlement et qui se répandent sur les ondes. Voilà. Donc il y a toute une réforme à penser à plusieurs niveaux, et pas seulement au niveau des groupes citoyens. Merci. Non, la réponse a été apportée par Martine Vonner. La réponse, ce que vous venez d'indiquer, et on peut le résumer avec la démarche de Martine Vonner, à savoir créer des pépinières. C'est à partir de ces pépinières que vont peut-être, je dirais, apparaître des personnalités femmes et hommes qui auront envie de présenter le programme que vous décrivez à l'instant. Et dans un chapitre
de mon ouvrage. Ce que vous dites pour ce qui concerne le chancelier, tout à l'heure, je l'ai indiqué lorsque j'évoque l'article 66 de la Constitution, puisque c'est une autorité, la justice est une autorité. Je propose deux choses. Premièrement, l'élection du garde des Sceaux au suffrage universel, qui serait en dehors du gouvernement. Et deuxièmement, l'élection du Conseil supérieur de la magistrature, composé de 2/3 de personnalités élues et 1/3 de magistrats. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il faut que le garde des Sceaux ait lui-même non seulement réponde aux programmes et aux lois qui ont été votées par le peuple, mais soit également contrôlé par les citoyens pour savoir s'il n'y a pas un dévoiement. Il y a plusieurs années, lorsque j'avais présenté le prix Joey Falcon à Strasbourg avec Laurent Hecker, j'avais rencontré Madame Cutajar, qui est à Strasbourg et qui travaille sur ces sujets-là. Et elle m'avait demandé un article que je lui ai envoyé, que j'ai toujours d'ailleurs celui-ci. J'avais intitulé « Le dévoiement des institutions ». C'est-à-dire que ce que vous dites, encore une fois, vous n'aurez jamais la perfection, mais c'est de limiter les excès que vous avez parfaitement analysés et que vous avez décrits à l'instant sur les solutions. Mais les différentes solutions et les discussions, ça suppose effectivement que, par exemple, dans cette salle, on puisse chacun prendre la parole et donner son avis. Mais ça répond en grande partie à ce que vous dites, à savoir que c'est les pépinières qui peuvent faire émerger des personnalités qui auront envie de sortir du système actuel, avec une condition d'ailleurs. Tiens, ça c'est une question que je voudrais plus vous poser, mais ne répondez pas tous à la fois. Moi je considère connaissant et travaillant sur ces sujets-là, vous avez la rémunération de l'infirmière, de l'aide-soignante, du gendarme, du policier, des fonctionnaires qui servent l'intérêt public, du magistrat. Vous avez les rémunérations, les revenus de ces grands banquiers, de certains, etc. Et je me suis interrogé, et je travaille également là-dessus, quel serait le niveau de rémunération admissible que vous souhaiteriez voir attribué à quelqu'un qui défend effectivement votre patrimoine et vos biens. Est-ce que vous estimez que tel soignant, tel médecin dans un hôpital, tel infirmier est justement rémunéré au regard de son engagement, de sa disponibilité? Et bien entendu, attention, la contrepartie de toute bonne rémunération, là, il est évident que ça suppose que la personne soit sanctionnée dès l'instant. Mais vous avez un tel abîme. Alors là, je suis également très péremptoire. Vous avez un abîme entre les revenus de certains hauts fonctionnaires que je ne citerai pas, notamment des finances ou d'autres organismes qui passent du privé au public avec des sommes qui sont décrites dans l'ouvrage de Vincent Jauvert. Par exemple, il y a 2-3 ouvrages consacrés à ce sujet. Et effectivement, les fonctionnaires qui sont au service du bien public et des citoyens. Et par conséquent, vous aurez toujours la tentation de la corruption, mais l'intérêt de travailler sur les institutions, l'institution doit être incitative vers le bien public, dissuasive contre un système de type mafieux. Voilà. Une toute dernière question, et désolé pour ceux qui veulent... Non, c'est déjà réservé. Désolé pour le temps, mais on a évidemment pris un peu de retard, donc je laisse Fred poser sa question. Il faudra être très court, y compris dans les réponses. Merci Roland. Bonsoir maître, bonsoir tout le monde, monsieur Angèle. Donc ma question, j'essaie de faire court, juste dans le cadre juridique pour la mise en place des pépinières, qui est la meilleure solution je pense, on n'en a pas parlé, ou Martine n'en a pas parlé plus, donc j'aimerais juste qu'on l'évoque, parce qu'on a parlé par contre des cahiers de doléances. Et pour moi, et ce n'est que mon avis personnel, les cahiers de doléances, même si ça peut avoir un effet majeur et important, et que ça peut tenir à place, en tant que gilet jaune, on a fait plus de 52 000, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, 52 000 cahiers de doléances. Ces 52 000
cahiers de doléances ont été enfermés à clé, puisque c'était pour le grand débat de M. Macron, et on en a pu entendu parler. Et c'est lui qui les a mis en place. Donc je pense que ce système, personnellement, c'est pas forcément le bon. Donc j'irai plus vers les pépinières, comme le demande et le veut l'ensemble du peuple et Martine Vonner. Merci. La réponse est très courte, hein. Il n'y a pas incompatibilité. D'après ce que j'ai compris, les cahiers de doléances ont vocation à rejoindre les pépinières. Terminé. Les cahiers de doléances en sont pour les pépinières, non? C'est pas ça? Alors ça peut être ça, mais moi je vois une différence fondamentale. Pour moi, les cahiers de doléances sont extrêmement statiques, c'est-à-dire que le citoyen peut tout à fait aller écrire et participer et remplir et noircir un cahier de doléances, mais qui va se saisir de ce cahier de doléances? Tandis que là, les pépinières, on inverse complètement le schéma. Et on est déjà dans une dynamique, on va dire, d'intérêt, de compréhension, de création, de force de proposition et de s'approprier enfin soi-même ce qu'on veut pour soi-même sur un territoire, dans une commune, etc. etc. Je crois que quelque part, l'idée du cahier de doléances est intéressant, mais c'est presque pour se donner bonne conscience et pour endormir le peuple. Parce que le peuple fait la démarche, le peuple, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, fait la démarche, s'implique d'aller dire, ben voilà, je sais pas, il faut une piscine municipale, ou il faut mettre cette rue, il faut faire attention parce qu'il y a les enfants, etc. Mais qui s'approprie ça après? Tandis que là, dans l'idée de la pépinière, c'est tout le contraire. Ça reste aux mains des citoyens, et on rejoint ce que tu disais tout à l'heure pour la démocratie directe. Merci Roland, un grand, grand, grand merci à Roland. Je savais qu'il allait vous passionner, nous passionner. Et encore une fois, il a cité des auteurs, des ouvrages, et on fera la chose très simple de vous mettre à disposition, on va dire, toute cette liste de rapports, d'articles, d'ouvrages sur le site d'Ensemble pour les libertés.